Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Nous venons de suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement, séance marquée notamment par des interrogations des parlementaires, des sénateurs sur la fiscalité et la politique de l'emploi du gouvernement. Avant d'en débattre avec nos deux premiers invités, François Marc, rapporteur général du budget ici au Sénat, merci d'être avec nous, et Philippe Dallier, sénateur UMP, vous faites partie également de la commission des finances du Sénat. Je vous propose tous les deux, avant de débattre, de réécouter cet après-midi le ministre chargé du budget Bernard Cazeneuve quand il a réaffirmé la politique du gouvernement en matière de baisse des déficits et surtout d'inversion de la courbe du chômage. Ensuite, vous parlez de l'emploi et je terminerai par là. Le nombre d'emplois industriels détruits pendant la période où vous avez exercé la responsabilité, pendant les 5 dernières années, 750 000 emplois industriels détruits. Eh bien, je veux vous confirmer ici que l'objectif d'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année est bien maintenu et que nous ferons de la lutte contre le chômage et pour l'emploi et la croissance et le redressement de notre appareil productif la priorité du quinquennat. Voilà, Bernard Cazeneuve, le ministre chargé du budget, cet après-midi au Sénat, avant de connaître les chiffres du chômage pour le mois d'octobre 2013, mais après les déclarations ce matin du chef de l'État qui était en déplacement justement sur le thème de l'emploi à Aubervilliers, en région parisienne. Il y a eu une espèce de vaste hésitation ce matin de François Hollande qui, dans un premier temps, a reconnu implicitement que la courbe du chômage ne s'inverserait pas à la fin de l'année 2013, tout en réaffirmant dans un second temps que cela restait un cap, un objectif pour le gouvernement. Alors François Marc, quelle version de François Hollande il faut retenir aujourd'hui? La version 1, ça va être difficile de tenir ce cap, cette inversion de la courbe du chômage avant 2013, ou la version 2? Eh bien, l'objectif, il est clair, c'est d'inverser la courbe du chômage le plus tôt possible, et la fin 2013 est une étape visant à la stabilisation et à la remontée des créations d'emplois dès le début 2014. Je crois que l'objectif n'a pas changé. Il s'agit bien d'arriver à inverser cette courbe dans les tout prochains mois. Et je crois qu'on est en mesure aujourd'hui, avec les outils mis en place, d'atteindre un certain nombre de nos objectifs sur ce plan. Et je crois que Bernard Cazeneuve vient de le préciser à l'instant au Sénat. Ouais, pourtant, François Hollande a quand même donné le sentiment ce matin de douter, non, Philippe Dallier? Écoutez, que ce soit en matière de chômage ou en matière d'impôts et taxes, on a vraiment le sentiment que le gouvernement et même le président de la République ne savent pas très bien où ils vont. Alors on verra les chiffres ce soir. Je ne sais pas si le lapsus du président de la République est révélateur, mais en tous les cas... C'est peut-être pour préparer les esprits. Oui, on a un peu le sentiment que c'est cela, ce qui semblerait signifier qu'effectivement les chiffres ne seront pas au bout, ne seront pas là. Donc, bien évidemment que l'objectif de tout gouvernement, c'est de faire diminuer le chômage, de faire repartir la croissance, de diminuer les impôts et de diminuer le déficit. Ça, c'est clair. Tous les gouvernements auraient le même objectif. La seule vraie question est de savoir comment est-ce qu'on y arrive. Et aujourd'hui, les résultats de ce gouvernement, jusqu'à présent, ne sont pas bons de ce point de vue-là. Et les Français le voient bien. Donc, on est dans une grande incertitude. Et la question est vraiment de savoir s'il y a un pilote dans l'avion. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? François Marc va vous répondre. Ah, il y a un pilote dans l'avion, il y a un cap. Qui a donné l'impression quand même ce matin de douter de lui-même un peu. Il y a un cap, il y a une trajectoire, il y a parfois des questions qui se posent parce qu'il y a des oscillations de nature aléatoire dans ce qui concerne l'évolution de l'emploi mois par mois. Mais globalement, si on prend une moyenne, on est dans une phase de stabilisation et de retournement. Alors pour ce qui est du chiffre, notre collègue Dallier s'engage un peu. Le chiffre qui va être annoncé ce soir, peut-être ne sera-t-il pas si mauvais que vous l'anticipez, mon cher collègue. Ou alors c'est du teasing de la part du président de la République qui suscite l'inquiétude pour qu'il y ait une meilleure nouvelle ce soir. Enfin, c'est quand même un peu étonnant de la part du président de la République, quoi. Sur l'affaire Philippe Varin et sur sa retraite chapeau, je voudrais vous poser à tous les deux la question, est-ce qu'il faut une loi en la matière pour encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprise? François Marc. J'ai tendance à penser qu'il faut une loi, c'est ce que nous avions déjà à l'esprit il y a 2 ans, et le patronat avait fortement insisté pour nous convaincre que l'on était en mesure de faire sa propre discipline au sein des instances professionnelles.
Et on a bien vu que le code de bonne conduite ou d'éthique aujourd'hui est mis en défaut quelque part, puisqu'on a à l'esprit que les rémunérations qui étaient annoncées, la retraite chapeau de M. Varin, est en contradiction totale avec cette autorégulation, cette autodiscipline du patronat. Donc Vous n'avez pas eu l'impression quand même que la pression du patronat du MEDEF sur Philippe Varin l'a incité à changer très vite d'avis et à renoncer à cette retraite chapeau? Ce qu'on observe, c'est que malgré les préconisations des parlementaires et du gouvernement au cours des années passées, c'est quelque chose qui était resté possible. On a régulé les choses pour la rémunération des patrons d'entreprises publiques, pour les patrons d'entreprises privées. Aujourd'hui, je pense que s'il n'y a pas une contrainte forte imposée par la loi, il sera difficile de maîtriser tous les comportements. Mais pourtant, le gouvernement n'est pas favorable dans son ensemble, dans sa majorité. C'est ce qu'a en tout cas réaffirmé ce matin Pierre Moscovici à une loi. Pour l'instant, le ministre des Finances, lui, il s'en remet à la régulation du patronat. Vous êtes d'accord avec Pierre Moscovici, Philippe Dallier? La première chose à constater, c'est que le bon sens a prévalu. Et c'est effectivement tant mieux parce que beaucoup de nos concitoyens étaient choqués par cette disposition. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que ces systèmes de retraite chapeau sont négociés généralement au moment où les patrons en question sont recrutés. Et donc le recrutement de Philippe Varin ne date pas d'hier. Donc effectivement, si le patronat s'est engagé dans une modération, une réflexion sur ce sujet, il faut le temps que cela donne des résultats. Le bon sens a prévalu parce que la situation de l'entreprise est effectivement extrêmement difficile. Moi, je retiens cela. Pour la suite, est-ce qu'il faut aller à la loi? Vous savez, dans ce pays, on a toujours tendance à vouloir légiférer sur tout. Parfois, il le faut, mais il faut faire aussi également attention aux signaux que l'on envoie. S'il peut y avoir auto-régulation, je pense que c'est le mieux. Je voudrais vous faire réagir tous les deux à des informations qui sont sorties dans Le Monde de ce soir. Ce sont les pistes du gouvernement pour freiner les dépenses des collectivités locales. Le gouvernement qui souhaiterait, par exemple, plafonner les emplois, les nouveaux emplois dans les collectivités territoriales. Est-ce que c'est une bonne piste, ça, François Marc? Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'autonomie des collectivités territoriales est quelque chose qu'il faut savoir respecter. Et dès lors, on peut essayer d'établir des plafonds en ce qui concerne les dépenses des collectivités, mais libre à elles de voir sur quel chapitre budgétaire les économies sont ensuite réalisées. Si le service public de proximité exige aux yeux des élus un certain nombre de collaborateurs pour répondre aux besoins des concitoyens des communes. Mais est-ce qu'il ne faut pas les encadrer, ces dépenses de personnes et ces dépenses de fonctionnement? Il faut effectivement un regard global sur les dépenses publiques et les dépenses des collectivités et donc avoir des plafonnements me semble être une bonne chose. Mais l'autonomie des collectivités, l'autonomie de décision des élus doit être respectée et c'est donc aux élus en charge de définir... Est-ce que c'est compatible alors? Est-ce qu'on peut plafonner les dépenses de personnes et les dépenses de fonctionnement sans remettre en cause l'autonomie des collectivités territoriales? On peut souhaiter une réduction et on peut viser à mettre en œuvre un plafonnement global de la dépense publique. Mais sur la question de savoir sur quelles dépenses on doit agir localement, il faut laisser aux élus les responsabilités qui sont les leurs en la matière. Je suis assez d'accord avec François Marc, mais je veux quand même noter une chose. Dès qu'on touche aux collectivités territoriales ici au Sénat, écoutez, les élus locaux ne sont pas des irresponsables. Mais je veux simplement souligner que c'est au moment où le gouvernement nous impose la réforme des rythmes scolaires. Dans ma commune de 22 000 habitants, il faut recruter une centaine de personnes. Qu'on vient nous dire, écoutez, il faut limiter les dépenses de personnel. Il y a une certaine incohérence quand même entre les deux discours. Pour le reste, les choses sont également très compliquées parce que certaines communes choisissent d'assurer directement un certain nombre de services. Exemple, la restauration scolaire. Chez moi, c'est du personnel communal. Il y a des collectivités dans lesquelles c'est délégué à des entreprises. Donc tout cela est très compliqué. Moi, je veux qu'on joue la confiance et la responsabilité vis-à-vis des élus locaux. Mais ces dépenses de personnel et ces dépenses de fonctionnement, elles ont quand même flambé depuis ces 10 dernières années. Il y a de très mauvais exemples, il y a de très bons exemples. C'est comme toujours, on a toujours tendance à mettre tout le monde dans le même bain. Moi, je pense que les élus sont responsables devant la population. Les élections municipales viennent. Eh bien, les citoyens pourront juger si la gestion de la commune a été bonne ou moins bonne, et les maires seront réélus ou battus. Il ne faut pas faire de généralité, mais il y a quand même des économies à trouver. Est-ce que le gouvernement, en engageant ces pistes de réflexion, prend des risques à quelques mois des élections municipales? La question est de savoir si la population en France attend du service public de proximité de qualité. Si c'est le cas,
je pense qu'on doit être en capacité de répondre. C'est là que se pose véritablement la question. Après, sur les arbitrages à opérer, on a tous conscience que la dépense publique, il faut mieux la maîtriser, que la fiscalité, il faut mieux la maîtriser. Mais ce qui est acquis pour l'autonomie est, je crois, un bien pour l'ensemble de nos concitoyens. Le fait que le pouvoir soit dans la proximité, le pouvoir près du citoyen, c'est une avancée considérable de la décentralisation qu'il faut savoir préserver. Et pour ma part, je souhaite vivement que l'on respecte cet engagement qui a été pris vis-à-vis des collectivités. Une dernière question sur la fiscalité, puisque dans le cadre de la remise à plat de la fiscalité, le Premier ministre reçoit ces jours-ci les présidents de groupes parlementaires. Il y aura notamment lundi prochain les députés socialistes qui seront également en séminaire avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Philippe Dallier, comment vous voyez cette concertation autour de la remise à plat de la fiscalité? Il faut plutôt poser la question au gouvernement. Moi, je me souviens, au mois de janvier de l'année 2013, Jérôme Cahuzac, qui était encore ministre, nous expliquait que la grande réforme fiscale était faite. Il y a quelque temps encore, Bernard Cazeneuve nous disait qu'il ne croyait pas au grand soir et à la grande réforme. Et puis, Pierre Moscovici est arrivé en disant, effectivement, les Français vivent un vrai ras-le-bol fiscal. Et tout d'un coup, on nous annonce la grande réforme. Moi, je vais vous dire une chose, la grande réforme fiscale qui consisterait en fait à redistribuer les prélèvements entre les uns et les autres en une période de crise où l'argent est rare, moi je vais vous dire, je n'y crois pas. Le gouvernement a pris la précaution de dire ça sera dans la durée, etc. Je pense que cette affaire va faire flop. Quand même une réflexion peut-être engagée, François Marc. Ça fait longtemps qu'on parle de ce grand soir fiscal en France. Je crois qu'il y a aujourd'hui une stagnation du pouvoir d'achat et ceci est assez général. Quand il y a une stagnation du pouvoir d'achat, il y a une inquiétude sur toutes les dépenses et donc l'opinion publique est sensible aujourd'hui au thème des impôts. Alors, il y a des réformes à entreprendre. Est-ce que ça ne va pas l'inquiéter un peu plus alors justement cette remise à plat de la fiscalité? Il y a des réformes à entreprendre. Certaines sont déjà en action sur la fiscalité depuis 2 ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question principale que se posent les gens, c'est pas tellement celle de la quantité du volume d'impôt, c'est aussi celle de l'égalité de traitement et de la justice de l'impôt. Si on veut mobiliser le pays pour aller vers des objectifs ambitieux en matière de développement économique, d'emploi et de sécurité, il faut que chacun ait le sentiment que l'impôt est réparti équitablement. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui de réformer l'impôt pour apporter plus de justice. Et de ce point de vue-là, le mettre à plat la fiscalité pour voir comment on peut la rendre plus juste me semble être un challenge très important pour notre pays. Allez, haute. Bah, écoutez, la réflexion en tout cas est engagée. On la suivra dans les semaines à venir. Merci à tous les deux d'être venus en direct sur notre plateau au Sénat cet après-midi. On va maintenant parler de prostitution avec la proposition de loi qui est en examen cette semaine à l'Assemblée nationale sur la pénalisation des clients de prostituées. 2 sénatrices vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, je vous propose de réécouter Christiane Taubira cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. La garde des Sceaux était interrogée non pas sur la prostitution mais sur les violences faites aux femmes. On réécoute la garde des Sceaux. Enfin, vous proposez un crime unique, il s'opposerait simplement au principe de proportionnalité qui est inscrit dans notre droit. Néanmoins, je partage avec vous la conviction que le régime général des prescriptions, que les règles qui s'appliquent au délai de prescription sont relativement complexes, elles sont un peu désordonnées, elles donnent parfois l'apparence de contradiction. C'est pour ça que le gouvernement a déjà commencé à travailler sur la modification de ces règles de prescription. J'ai eu l'occasion d'en parler ici même pour 3 textes différents déjà. Donc nous avançons et je peux vous assurer que nous attachons une attention particulière aux agressions sexuelles, à ces actes graves qui sont commis contre des victimes, filles ou garçons, contre des femmes et qui sont absolument intolérables. Et nous devons aussi faire baisser le taux d'acceptabilité sociale sur ces crimes. Voilà, c'était donc Christiane Taubira cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On va parler maintenant donc de la prostitution, de la proposition de loi débattue cette semaine par l'Assemblée nationale et qui viendra en débat au Sénat. On ne sait pas encore, on n'a pas de date d'inscription à l'ordre du jour. Alain Vidalis nous disait tout à l'heure sans doute avant l'été. En tout cas, pour en débattre sur notre plateau, Esther Benbassa, bonjour, sénatrice du groupe écologiste ici au Sénat. Et puis Laurence Rossignol, bonjour, sénatrice socialiste, porte-parole du Parti socialiste. Donc Alain Vidalis nous disait pas d'inscription pour l'instant à l'ordre du jour ici au Sénat. Il faut quoi, laisser un petit peu les débats s'apaiser.
autour Non, de je cette crois pas. proposition de loi sur la prostitution et la pénalisation des clients de prostituées? J'entends bien que Alain Vidalis ne connaisse pas encore la date de l'inscription au Sénat, mais dès que cette proposition de loi sera adoptée à l'Assemblée nationale, et je pense qu'elle va l'être, nous serons nombreux à demander son inscription à l'ordre du jour du Sénat. Je peux comprendre qu'on soit en désaccord avec un certain nombre de dispositions de ce texte, mais néanmoins, le Sénat doit d'abord en débattre, même pour laisser ceux qui sont en désaccord s'exprimer. On parle de prohibition. Ah non, la prohibition, c'est pas du tout ça. La prohibition, c'est d'interdire la prostitution. Dans les États prohibitionnistes, aux États-Unis en particulier, ce sont les prostituées qui sont des coupables, c'est elles qui sont pourchassées. Dans la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, les prostituées ne sont plus des coupables. D'ailleurs, la proposition abroge la loi sur le racolage passif votée à l'initiative du précédent gouvernement. Et nous inversons la charge de la culpabilité et nous nous intéressons à cet angle mort que sont les clients. Moi, je suis pour ma part ravie que cette proposition de loi vienne en débat et j'espère qu'elle sera adoptée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Alors, Esther Benbassa n'a pas du tout le même point de vue que vous. Vous êtes vraiment opposé à cette proposition de loi. Pourtant, vous vous étiez attaqué, vous aussi, au délit de racolage public, par exemple, Esther Benbassa. Oui, avec mon groupe, j'ai fait abroger avec une proposition de loi que j'avais déposée le délit de racolage. Alors, dans la nouvelle loi, bien sûr, dans la nouvelle proposition de loi, il y a des points qui sont positifs. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir le débat. Mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait un débat plutôt sur comment alerter la jeunesse, comment éduquer la jeunesse à la sexualité, à toutes les sexualités, parler dans les livres de la prostitution et ne pas tomber dans le travers français qui est toujours de légiférer et de punir. Alors là, le débat qui a lieu actuellement permet peut-être aussi justement. Oui, mais je suis contente qu'on puisse en discuter. Ce travail de pédagogie, oui. De pédagogie, mais là on est dans la punition. Cette loi pénalise les clients. J'estime beaucoup ma collègue, mais là c'est symbolique ce qu'elle a dit, puisque il y a une hypocrisie dans cette loi. Le délit de racolage n'existera plus, à savoir qu'il y aura la prostitution. Il y aura des prostituées, mais on interdira aux clients d'avoir les services des prostituées. Donc là, il y a une vraie hypocrisie et un paradoxe surtout. Et il aurait été peut-être mieux de ne pas tomber dans ce travers, parce que là, nous sommes dans la vers la précarisation des personnes prostituées, une précarisation plus importante. Et je suis attristée que dans une démocratie, on aille au nom de la moralisation dans ce sens. Effectivement, Laurence Rossignol, ce qu'on reproche souvent à ce texte, c'est peut-être de pousser après les prostituées à se cacher et à être un peu plus dissimulées. C'est pour ça peut-être que Esther Benbassa parle d'hypocrisie. Les prostituées ne sont pas poussées à se cacher par ce texte. L'hypocrisie, elle n'est pas dans la proposition de loi. L'hypocrisie est dans la situation actuelle de la France, qui est un pays qui est abolitionniste par principe et par philosophie, et extrêmement tolérant à l'égard de l'achat de services sexuels et des clients, les usagers du corps des autres. Et donc vous pensez que ce texte va contribuer à abolir la prostitution ? Et il y a en Europe des pays qui aujourd'hui ont fait le choix d'une sanction du client pour tarir la demande en matière d'achat de services sexuels, et ces pays-là présentent des bilans tout à fait intéressants. Pour ma part, je suis depuis 10 ans convaincue que c'est l'avenir de notre pays que de s'engager dans la sanction du client, parce qu'il faut dire à un moment donné, Madame Benbassa disait un instant, il faut éduquer les jeunes gens à la sexualité. Il faut d'abord les éduquer au respect de l'autre, au respect du corps de l'autre, au respect du désir de l'autre, et on élève nos garçons pour qu'ils recueillent le consentement des personnes avec lesquelles ils auront des relations sexuelles. Et en ce qui concerne le consentement des personnes prostituées, c'est extrêmement vicié. Je vous rappelle que 80% des personnes prostituées sont issues de réseaux, 80% sont issus de réseaux, et on parle là de gens dont le consentement est vicié. Le texte tel qu'il est discuté actuellement, laissez-moi finir.
Je m'étais sensibilisée à cette question au moment où la Coupe du Monde de football a eu lieu en Allemagne. Et l'Allemagne, qui est un pays qui a été dans le sens que veut Madame Benbassa, c'est-à-dire le sens de la légalisation, de la réglementarisation de la prostitution. Mais si, parce qu'il faut bien à un moment donné dire ce que l'on veut. Ce que l'on veut. Et en Allemagne, où la prostitution est une activité professionnelle comme une autre, et où l'achat de services sexuels est une prestation comme une autre, au moment de la Coupe du Monde de football, les organisateurs ont ouvert des maisons closes tout autour des terrains de foot et ils ont fait venir par quart des centaines de jeunes femmes. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a 400 000 prostituées. La légalisation de la prostitution en Allemagne, c'est l'inflation de la demande plus l'inflation de l'offre. Nous avons en France aujourd'hui 20 000 personnes qui se prostituent. Benbassa, oui. Et je voudrais parler de la complexité de la prostitution et parler de prostitution au pluriel. Il n'y a pas un seul modèle de prostitution. On a fait l'amalgame en confondant la traite des humains avec la prostitution des Françaises traditionnelles et qui sont dans le modèle de la tarification des services sexuels, mais par consentement. Donc il n'y a pas d'esclavage dans ce sens-là. Je renvoie Madame Rossignol à l'arrêt de la Cour internationale de justice, l'arrêt Jenny de 2001, qui dit quand il y a un versement du paiement en entier, il n'y a pas d'esclavage. Après, on a confondu les deux, enfin la traite et la prostitution. Je vais vous donner les chiffres qui m'ont été envoyés par un spécialiste de la prostitution. Oui. Il nous reste très peu de Alors, temps. on nous dit que toutes les prostituées étrangères sont dans des réseaux. Les chiffres sont les suivants. 80% des décisions qui se rapportent au proxénétisme, c'est pour un proxénétisme de soutien. Donc, ce n'est que 20% de proxénètes qui sont des proxénètes de contrainte, à savoir qu'ils contraignent les personnes à se prostituer. On nous a fait cet amalgame. On a repoussé la discussion de cette proposition de loi à vendredi où l'hémicycle de l'Assemblée sera vide. On a fait une commission spéciale parce que la présidente de la commission des lois n'était pas d'accord. Enfin, il faut arrêter. En plus, 68% des Français sont contre. On fait en plus une loi non populaire. Donc on voit bien, Esther Benbassa et Laurence Rossignol, je suis désolée, parce qu'on arrive au terme de ce débat, que ça sera très agité ici au Sénat et en tout cas que les débats vont continuer à la fois par presse interposée. Oui. Je souhaite surtout, peu importe si le débat est agité, je souhaite surtout qu'il ait lieu au Sénat et que le texte soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat et rapidement. Et je n'aimerais pas qu'il y ait une espèce d'accord tacite qui soit passé entre tous ceux qui sont opposés au texte pour des raisons probablement différentes, pour l'enterrer entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Très bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. On va revoir maintenant une interview d'Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui était ici sur ce plateau il y a 1 heure. On l'écoute. Alain Vidalis, valse hésitation aujourd'hui de François Hollande, le chef de l'État qui était en déplacement surprise à Aubervilliers autour du thème de l'emploi. Dans un premier temps, François Hollande a reconnu implicitement que la courbe du chômage ne s'inverserait pas avant la fin de l'année, qu'il faudra prendre le temps nécessaire, travailler mois après mois, je reprends là les termes du chef de l'État, pour inverser cette courbe du chômage. Et puis dans un second temps, déclaration à l'AFP, l'agence France Presse, François Hollande réaffirme l'inversion de la courbe du chômage d'ici à la fin 2013. Alors, quelle version il faut retenir? La version 1 ou la version 2? Il vaut mieux dans ces cas-là retenir, comme vous l'avez dit vous-même, la version explicite. Parce que vous avez vous-même utilisé le mot qu'il y avait eu une version implicite. Vous comprenez bien qu'une version implicite, c'est une version qui est interprétée. Et à partir du moment où le président de la République, François Hollande a mis un peu de flou dans ses propos. C'était peut-être, ça a été interprété dans tous les cas. Vous avez vous-même dit, c'est pas moi, que c'était implicite. Il n'avait donc pas fait cette déclaration-là. Et devant l'interprétation donnée à la formule qu'il a utilisée, qui voulait dire quoi? Qui voulait dire qu'on a un objectif, qu'il a rappeler, réitérer que c'est l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Donc dans un mois. C'est-à-dire sur les statistiques qui seront publiées au mois de janvier par rapport au mois de décembre, puisque celle que nous allons avoir ce soir, c'est celle du mois d'octobre. Là, les choses sont claires. Mais il a rajouté que ce n'est pas un objectif qui serait satisfait, définitif.
C'est pas parce qu'on constatera au mois de janvier que le chômage a diminué au mois de décembre que le travail sera achevé. Ce qu'il a voulu dire, c'est que c'était sa priorité, que c'est un travail de longue haleine et que même après ce premier résultat, il devra continuer. Est-ce que c'était aussi une façon de préparer les esprits, tant l'avalanche de plans sociaux est importante en ce moment, Alain Vidalies? L'avalanche de plans sociaux est importante, c'est objectivement vérifiable. Ça n'est pas un chiffre qui est considérable par rapport à ce qui se passe régulièrement en matière d'économie. Vous savez, pour la croissance, ce qui est important, c'est la création d'emplois, la création d'activités. Donc on aura les chiffres ce soir. Je ne peux pas commenter les chiffres qui seront donnés ce soir Est-ce que vous avez une tendance à 18h. Évidemment, vous savez qu'institutionnellement, je dois respecter le fait que ce n'est qu'à 18h que c'est connu, donc je n'ai aucun commentaire particulier à faire. Christian Eckert, le rapporteur socialiste du budget à l'Assemblée nationale, vous recommande de ne pas fixer de calendrier concernant le chômage. Il trouve que c'est que c'est politiquement dur de se contenir dans un calendrier fixe. Je pense que les Français, on leur a demandé des efforts. Ces efforts, ils avaient deux objectifs. Le premier, c'est le redressement des comptes, les déficits de la France. Et puis le deuxième effort, c'était pour que la priorité des Français soit prise en considération. L'effort qu'a fait les Français, ça a servi à financer les emplois d'avenir, les contrats de génération, un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Il faut qu'il y ait des résultats. Et donc c'est l'engagement du président de la République, celui qu'il a pris devant les Français et qu'il a réitéré aujourd'hui. Mais est-ce que c'était pas une erreur de s'enfermer dans ce calendrier? Pas du tout. Quand on fait de la politique, il faut prendre des engagements. Vous savez, on reproche parfois au président de la République de ne pas prendre des engagements qui fassent rêver les Français. Je pense qu'il a pris cet engagement-là. Il a toujours dit que c'était celui-là qui avait sa priorité. Et évidemment, il va le tenir. Alain Vidalies, la polémique autour de la retraite chapeau de Philippe Varin, le dirigeant de PSA. Est-ce qu'il faut une loi pour encadrer ces rémunérations de dirigeants? Vous savez qu'il y a un seul objectif, c'est effectivement qu'il soit mis fin à ce type de rémunération. Là, nous étions dans une situation qui était quand même assez particulière. Voilà une entreprise en difficulté qui licencie des milliers de personnes que l'État doit sauver. On a exigé qu'il y ait des administrateurs salariés, que M. Gallois rentre au conseil d'administration, et malgré ça, il se pensait exonéré de pouvoir sur le plan tout simplement M. Gallois moral. devait être au courant de ces conditions de départ de Philippe Varin. Mais non, c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui décide. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans la situation où ça a fonctionné. La réaction qui a entraîné les protestations et des salariés et puis de l'opinion publique en général et des responsables du gouvernement font que l'intéressé a renoncé fort heureusement à cette retraite chapeau de 21 millions. Louis Gallois, effectivement, ne vote pas cette retraite chapeau du dirigeant de PSA, mais en tant qu'administrateur de la société, il a accès à tous ces documents-là, donc il était au courant. Peut-être au courant, mais dans tous les cas, il aurait pu alerter le gouvernement alors. Ça n'a pas été secret. Et le moment où ça a été rendu public, c'est le moment où c'était quand même une affaire personnelle pour l'intéressé. Oui, c'est la CGT qui a rendu public cette rémunération. Est-ce que Louis Gallois aurait dû le faire? C'était pas secret. C'était pas secret. Oui, donc personne n'a été alerté. En tout cas, personne ne s'en est ému avant. Le gouvernement, dès qu'il a été informé, ça n'est ému. On ne peut rien reprocher au gouvernement dans cette affaire. Est-ce que du coup, pour l'instant, vous vous en remettez à la régulation instaurée, souhaitée par le MEDEF, par le patronat? C'est un arbitrage qui est impossible à faire. Il y a des règles qui sont la régulation et qui devraient, dans cette affaire, on n'aurait jamais dû en parler, ça n'aurait pas dû être fait. Et donc, la position aujourd'hui du gouvernement, c'est la priorité au code de bonne conduite, à cette régulation, mais il est clair que si des débordements de cette nature devaient se reproduire, si au moment où on demande tant d'efforts aux Français, certains qui en plus demandent de l'argent public pour leurs entreprises se croient exonérés de cet effort, alors la question pourra se poser, mais ça n'est pas d'actualité. Sur la fiscalité, Alain Vidalies, le Premier ministre reçoit les présidents de groupes parlementaires. Lundi, il y a également un séminaire organisé avec les députés socialistes à l'Assemblée nationale. Les sénateurs du groupe PS ont ici de leur côté engagé une réflexion. Le groupe communiste du Sénat également. Alors au moins à gauche, est-ce que vous ne pourriez pas tous travailler ensemble sur cette question de fiscalité ? Vous savez, le travail qui est fait par le Premier ministre, c'est un travail dans lequel tout le monde est mobilisé, pas simplement la gauche. La question qui est posée, c'est la question de la remise à plat de notre système fiscal et que personne ne se trompe. Il s'agit ni d'augmenter la pression fiscale, ni de la diminuer. On a bien dit que c'était un résultat constant. Mais
il y a beaucoup d'incompréhension. Ce système, au fond, c'est quoi? C'est le résultat d'une sédimentation depuis des années qui ajoute des règles, des exceptions, ce qui font que les Français ont un doute, ne serait-ce que par rapport à la complexité du système. Donc une remise en plat avec des objectifs qui sont des objectifs très clairs de trouver la justice et la compétitivité. Voilà, c'était donc Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement, il y a quelques minutes sur notre plateau après les séances des questions d'actualité ici au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis en direct de la salle des conférences du Sénat. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.